D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ces pouvoirs. Bien plus tard, j'ai rencontré un homme qui fut un temps mon mentor, Toyo Harada, l'homme le plus puissant de ce monde. À la tête de Harada Global Conglomerates, ça doit certainement vous parler. Il m'a expliqué qu'il y avait 3 catégories de personnes dans ce monde. La première, là où il y a l'essentiel des gens sur Terre, ce sont les gens normaux, qui ne bénéficient pas de ce pouvoir. Vient ensuite une deuxième catégorie, beaucoup plus rare, qu'on appelle les latents. Ce sont des gens qui n'ont pas encore été activés, mais qui bénéficient des germes de ce pouvoir. Puis vient une troisième catégorie, et là, on compte ses membres sur les doigts d'une main. C'est de celle-ci dont je fais partie. Il s'agit de ceux qui ont été activés depuis la naissance. C'est certainement pour ça que la fondation Harbinger a voulu me recruter, rejoindre les rangs de Toyo Harada dans sa croisade pour unifier le monde. Parce que rappelons quand même que cet homme, chargé, pétri de bonnes intentions et d'un pouvoir incommensurable pour un seul homme, eh bien c'est de centraliser l'espèce humaine autour d'une vision commune. Dans cette vidéo que j'enregistre, je vais traiter de l'éveil de l'Oméga. J'espère que cette vidéo servira pour les générations futures. Salutations les amis, ici Naldurion et je suis ravi de vous retrouver enfin pour ce premier vrai épisode sur l'univers Valiant. Alors la dernière vidéo, l'épisode 0, que j'espère que vous avez visionné parce qu'elle établit des bases assez solides sur ce qu'est Valiant, sur son historique également, parce que c'est relativement intéressant, hein, ça a beaucoup bougé dans la maison Valiant depuis sa création avec Jim Shooter. Et si dans cet épisode je ne reviendrai pas là-dessus, puisqu'on va justement avancer sur les points d'entrée possibles de cet univers fantastique, eh bien, je l'avais teasé dans cet épisode 0, mais la suite des opérations traiterait du cycle psiotique. Si tout ça ne vous dit rien, eh ben vous êtes au bon endroit. Et si ça vous parle, bah vous êtes quand même au bon endroit, parce qu'un petit rafraîchissement, ça fait jamais de mal. Je vais vous parler de cette merveilleuse intégrale Harbinger, sortie depuis quelques années maintenant chez Bliss Comics, rebaptisée depuis sobrement Bliss, et qui continue de publier du Valiant, hein, parce que Valiant n'est pas mort, loin de là, repris, comme je le disais dans mon épisode 0, par l'éditeur Alien Books, qui va propulser plein de nouvelles séries, et c'est déjà le cas depuis un certain temps maintenant. Eh ben il vous faut des points d'entrée pour pouvoir entamer cet univers de la meilleure manière possible, et votre fidèle serviteur, que je suis, est là pour ça. Si je choisis aujourd'hui de débuter cet univers avec vous, par le biais d'Harbinger, c'est certainement parce que c'est une série très impactante, et aussi parfaitement ancrée dans le réel, et dans le réel j'entends par là dans notre réalité aujourd'hui. Les guerres, les conflits, la peur, du terrorisme, tout. Bref, des tas de choses, et le récit Harbinger, il va jusqu'au bout des choses. Loin de moi l'idée de dire que les X-Men, en tout cas les Big Two, parce que les X-Men c'est ce qui se rapproche le plus d'Harbinger, eh bien ne vont pas au bout des choses, mais disons que voulant s'adresser à un public extrêmement large, je pense que les grandes maisons que sont DC et Marvel, surtout Marvel, ne sont pas dans une optique de jusqu'au boutisme dans les idées promulguées. Même si le racisme est plutôt bien traité entre les mutants et les humains, on pourrait faire bien plus grave, bien plus percutant. Alors certains récits, comme Dieu crée, l'homme détruit, des X-Men, ont quand même été assez loin dans ce qu'ils voulaient véhiculer comme idée, mais je vous prie de croire que tout ce que je vous cite là, c'est à des années-lumière de ce que propose Harbinger, ou en tout cas l'univers Valiant au travers de ses héros et de ses anti-héros. Avant de poursuivre, juste un petit mot sur le format, si je puis dire, des épisodes comme celui d'aujourd'hui et ceux qui suivront. Eh bien c'est que je vais traiter en fait une intégrale de 900 pages comme celle-ci, par cycle, par arc plutôt même. J'entends par là que c'est plutôt bien fait, on a vraiment des arcs de 130 pages à peu près à chaque fois, enfin considérez 5 issues aux États-Unis du coup, pour former donc ces arcs. Et celui d'aujourd'hui c'est l'éveil de l'Oméga. Donc, point d'entrée idéal, parfait, pour pouvoir ensuite aborder la suite des aventures chargées de ce que sont les récits Harbinger. L'éveil de l'Oméga, c'est avant tout l'histoire d'un jeune adulte du nom de Peter Stanchek,
à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et qui va, au fil des pages, se dévoiler en fait à nous en tant que lecteurs, avec tous ses travers, vraiment. Vous allez voir que on est très très loin des stéréotypes d'un héros tel qu'on peut l'entendre au sens propre, quoi, vraiment. Peter Stanchek, c'est un jeune adulte, comme je le disais, qui se drogue pour pouvoir neutraliser, ou du moins atténuer, ses pouvoirs. Parce que depuis sa naissance, il a toujours eu ces fameux pouvoirs qui l'ont complètement désolidarisé de tout ce qui est social. Jusqu'à même ses parents, finalement. Mais ça, on l'apprendra un peu plus tard. Et c'est assez dramatique ce qui arrive à ce personnage, parce que on pourrait croire qu'il est porteur de toutes les meilleures intentions du monde, parce que c'est lui, c'est le héros, c'est le protagoniste principal, à qui on va très rapidement opposer Toyo Harada, chef d'entreprise, même chef d'une multinationale, d'un conglomérat même, absolument surpuissant, et qui lui aussi est pétri de bonnes intentions. Et finalement, on aurait presque plus d'attirance pour un homme comme Toyo Harada au départ, que pour celui qui nous est présenté un petit peu après, qui est Peter Stanchek. Peter Stanchek, au départ, c'est vraiment un sale gosse, clairement. Le mec va jusqu'à se servir de ses pouvoirs pour corrompre l'esprit d'un amour de jeunesse, pour profiter d'elle, mais pas profiter dans le sens mauvais du terme, c'est simplement que sans faire ça, il ne peut plus avoir de lien social. C'est un peu dur de lui donner une légitimité dans ces actes-là, et d'ailleurs, c'est ce qui va nourrir le récit dans tout ce qu'il va se reprocher en tant qu'homme. C'est quand même très très dur pour nous en tant que lecteurs d'aborder un personnage qui est censé être le protagoniste principal sous ces aspects-là. Et c'est en cela que l'univers Valiant, et plus précisément Harbinger, est extrêmement percutant et impactant comme récit. Dans la manière de présenter ces personnages, ils ne sont jamais tout blancs ou tout noirs. Il y a toujours une zone parfaitement grise qui vient nourrir le charisme et la profondeur de ces personnages-là. Dès le début du récit, en fait, Peter Stanchek et son ami Joe Irons, en fait, ils fuient depuis déjà un paquet de temps. Il me semble que ça fait plusieurs mois, et ils ont fait plusieurs villes justement pour fuir la fameuse organisation PRS, Project Rising Spirit, dont vous entendrez parler dans d'autres récits de l'univers Valiant. C'est là où justement tout est interconnecté et c'est très intéressant. On se sent en fait concerné par un univers qui nous englobe complètement, quoi. Et là-dessus, c'est vraiment cool de pouvoir trouver des petites résonances entre les séries. Maintenant, ils arrivent un petit peu en bout de course. Et c'est là où Toyo Harada va se présenter, à lui, d'abord, sous une entité particulière, lui fournir des détails quant à ses pouvoirs, et lui dire surtout qu'il est le seul à pouvoir le comprendre, et qu'il serait quand même bienvenu qu'il rejoigne la fondation Harbinger pour y suivre une formation de 3 ans, afin de devenir membre à part entière de sa force armée. Donc c'est ce qu'on appelle la main secrète. La main secrète, donc non, il n'y a aucun lien avec ce que vous voyez derrière moi, Daredevil, avec la main. Non, il n'y a pas de lien là pour le coup, mais si cette entité, en tout cas armée, prend ce nom-là, c'est bien pour une raison particulière, c'est que tout ce que fait Toyo Harada dans l'ombre par le biais de la fondation Harbinger n'est absolument pas montré aux yeux du monde, au reste du monde. Les pouvoirs psiotiques permettent bien des choses, notamment de pouvoir altérer la vision des autres êtres humains. Et c'est en cela justement que Toyo Harada est très très puissant, trop puissant même, c'est qu'il fomente un tas de choses au regard du monde qui sont parfaitement louables. Il œuvre pour des missions caritatives, pour Médecins Sans Frontières, avec des tas de causes humanitaires qu'il défend, et qu'il défend vraiment en mettant la main au portefeuille plus quoi. C'est-à-dire que le gars a carrément développé des Medibots, c'est des espèces de machines médicalisées, robotisées, qui permettent d'aller sauver des gens aux 4 coins du monde. Et vraiment, Toyo Harada, je vous assure que ses intentions sont louables. Le problème, c'est toujours la même chose, c'est est-ce qu'un homme avec une puissance aussi incommensurable est légitime au trône unique de gouverneur de l'espèce humaine? C'est vraiment ça qu'en fait qu'on évoque. Et là, juste avec cet arc scénaristique, c'est difficile d'y répondre, parce que sa vision, elle est quand même très positive. Mais vous le savez, les pires desseins des êtres humains partent souvent d'une première très bonne intention. Et voilà, c'est en cela que peut-être Toyo Harada doit être arrêté. Vous allez voir que les pouvoirs psiotiques sont extrêmement divers et variés. On peut retrouver des télétechnopathes, donc eux c'est des psiotiques qui peuvent contrôler les machines, donc Livewire par exemple.
Vous allez retrouver aussi des personnages qui peuvent maîtriser des pouvoirs psiotiques associés à de l'électricité, donc là ça devient aussi très intéressant. Il y en a un autre que j'ai trouvé pas mal, il peut dégrader la matière pour pouvoir créer, donc il se sert de la masse physique pour pouvoir créer de l'énergie ensuite qu'il peut rediriger comme une arme. Et je trouve ça complètement fantastique. J'ai adoré tout ça parce que là où les mutants dans les X-Men ont tous des pouvoirs radicalement différents, là on est sur un pouvoir commun décliné en plusieurs variétés en fait. Et ça, je trouve ça trop bien en fait. C'est très différent. Franchement, quand vous allez refermer les quelques pages qui composent, 130 à peu près quand même, qui composent ce premier arc, je pense que comme moi, vous ne saurez pas vous positionner entre Peter Stanchek et Toyo Harada, voire même, vous basculerez peut-être plus pour Toyo Harada, dans un premier temps. En tout cas, ça a été mon cas. Alors moi, je suis biaisé par quelque chose, c'est que, à l'image de ce qu'on retrouve chez les X-Men, j'ai toujours eu un peu plus de mal avec les motivations et la ligne directrice de Charles Xavier, qu'avec celle de Magneto, que je trouve beaucoup plus claire, beaucoup plus en phase avec le personnage et avec ce qu'il a vécu. C'est là où vraiment on retrouve que la qualité d'écriture des personnages est souvent liée en fait avec le background qu'on leur donne. Et Magneto, avec ce qu'il a vécu étant plus jeune, on comprend parfaitement sa vocation future en fait. Et là, Toyo Harada, c'est un ersatz, c'est même un petit peu vulgaire de dire ça comme ça, mais la réincarnation d'un Magneto, mais magnifié, je trouve. Magnifié pourquoi? Parce que les auteurs, Joshua Dysart, exceptionnel hein, sur ce run Harbinger, eh bien, va nous présenter les choses en étant jusqu'au boutiste. Ce qui malheureusement n'est pas le cas de nos maisons, de nos deux grandes maisons d'édition aujourd'hui que sont DC et Marvel, qui présentent des choses un peu trop généralistes, et voilà, quand on veut s'adresser à un public extrêmement large, on tombe dans la même maladie que peut rencontrer Ubisoft. Je fais le parallèle avec les jeux vidéo, vous savez, j'aime bien un petit peu rassembler tous les médias. Ubisoft qui veut tellement plaire au monde, qui finit par plaire à personne, ou en tout cas à déplaire à tout le monde. Parce que les Assassin's Creed, trop accessibles, voilà, on veut s'adresser à trop de gens, au final on s'adresse plus vraiment à qui que ce soit, quoi. Et voilà, avec des récits comme ceux de l'univers Valiant, oui, on va aller chercher une niche, on en a conscience. Alors pourquoi pas développer des idées au paroxysme? Et c'est vraiment ça que je trouve absolument extraordinaire. Cet univers est très original, et je pense que vous y trouverez exactement, voire plus que ce que vous venez chercher au premier abord. Si vos motivations c'est d'avoir une alternative à Marvel et DC, c'est louable, et vous y trouverez ce que vous êtes venu chercher. Et si au contraire vous laissez des fenêtres de curiosité grandes ouvertes, pour pouvoir apprécier des personnages qui ne sont pas dans les stéréotypes que vous pourriez connaître, là vous allez être surpris. Là vous allez prendre une dose plutôt intéressante. Voilà les amis, donc ce premier arc est extrêmement intéressant dans le sens où vous allez comprendre donc les motivations des deux personnages et aussi voir les lignes directrices qu'on peut donner aux personnages de second plan, qui pourraient vous surprendre, croyez-moi. Et puis surtout, Peter Stanchek, au milieu de ses pairs, est-ce que finalement il y trouvera sa place? Est-ce que la quête de Toyo Harada est en phase avec ce que lui espérait pour mettre ses pouvoirs au bénéfice d'une cause, en fait? Parce que c'est vraiment ça le truc. Est-ce que la quête est légitime pour Toyo Harada? Est-ce qu'on peut pleinement se dire qu'un être aussi puissant, omnipotent, peut être à la tête d'une civilisation entière, comme ça? Même s'il est pétri de bonnes intentions. C'est toutes ces questions-là qui sont soulevées, et évidemment, il n'y a jamais de réponse claire. En tout cas, pas maintenant. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Cet épisode a tardé, mais je vous prie de croire que les prochains ne tarderont pas autant. Et puis, bonne lecture, lisez un maximum de l'univers Valiant, soutenez Bliss dans l'édition de ces comics-là, et puis, à très vite. Ciao.